T'as pas plus compliqué encore comme question ? Les humains sont-ils des animaux comme les autres ? En posant cette question, on part du postulat que l'humain est un animal. C'est une notion qui est admise pour la grande majorité d'entre nous, et pourtant, la question ne se posait même pas il y a quelques siècles. Dans l'esprit de nos ancêtres occidentaux, les humains n'étaient pas des animaux. Il y avait une différence claire et nette entre nous et les animaux. Une idée sûrement ancrée dans les esprits et confortée par les textes bibliques, par exemple, qui, dès la Genèse, expliquent bien que Dieu créa Adam, le premier homme, à son image et le fit régner sur tous les animaux. Ce qui, par essence, place l'homme comme un être à part de toutes ces créatures, voire même le place carrément au-dessus. Certes, je parle là de la religion chrétienne, mais cette partie de la Bible est contenue dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, qui est commun avec la religion juive. Et étant donné qu'en Occident, nous avons un gros héritage judéo-chrétien, il est certain que même sans parler de croyances, certaines conceptions du monde ont forcément eu une énorme influence sur les sociétés, surtout vu l'importance que prenait la religion dans la vie quotidienne à certaines époques. Rapprocher l'homme de l'animal, c'était pas très bien vu dans les temps jadis. Dans les représentations picturales du Moyen-Âge, comme les enluminures, très chargées de symboliques complexes, s'il y a bien une chose que vous pouvez considérer comme étant une représentation avec une symbolique plutôt négative, c'est les hybrides humains-animaux. Quand l'iconographie médiévale croise l'humain et l'animal, c'est pour signifier une certaine bestialité qu'il faut rejeter chez l'humain. Glisser vers la bestialité, c'est s'écarter des principes de la bonne morale, s'écarter de Dieu. L'idée que l'humain n'était pas un animal est longtemps restée admise pendant des siècles jusqu'à ce qu'un monsieur, assez peu connu, je vous l'accorde, vienne tout bousculer en 1859 avec sa petite théorie, Darwin et la théorie de l'évolution. Alors bien sûr, il n'a pas fallu attendre le 19e siècle pour que l'on se pose des questions sur le vivant en incluant l'espèce humaine dans le processus. Mais disons que la théorie de l'évolution ne laisse pas la place à cette conception de l'homme au-dessus de tout. Après ce... T'es devant la caméra, en fait. Tu fais quoi? Je fais un épisode sur l'espèce humaine. Ah, c'est des cons. Mais, alors déjà, tu fais attention à ton langage, s'il te plaît. Et puis, c'est une problématique intéressante. Non, c'est des cons. Viens, on parle d'autre chose. J'ai déjà raconté comment j'ai créé les ornithorynques. Alors, c'était une soirée. Non, non, c'est très tentant, mais là, le sujet, c'est l'espèce humaine. Tu sais pas ce que tu rates. C'est bon? Je peux continuer? Ouais. Bon, après ce petit détour, on peut enfin se poser la question initiale. L'humain est-il un animal comme les autres? Non, c'est des cons. Bon, ça me dérange pas que tu restes là, mais me coupe pas, s'il te plaît. D'un point de vue biologique, c'est sans suspense, la réponse est oui. Nous, humains, nous sommes de l'espèce Homo sapiens, une dénomination qui est apparue pour la première fois en 1758 dans la 10e édition de Systema Naturae de Carl von Linné. Comme quoi, vous voyez, on n'a pas attendu Darwin pour réfléchir scientifiquement au vivant et par extension à l'humain dans toute cette diversité. Dans l'arbre du vivant, Homo sapiens est là. Et encore, en vrai, cette toute petite partie rose, c'est juste le règne animal auquel nous appartenons. Avec cette perspective, ça force un peu l'humilité. Nous sommes, comme tous les êtres vivants, issus d'une longue histoire évolutive, avec de lointains ancêtres que nous partageons avec d'autres animaux, mais aussi avec des cousins qui n'ont pas pu arriver aussi loin que nous, tels que le très connu Homo neanderthalensis, ce qui fait que nous sommes, aujourd'hui, la seule espèce du genre Homo. Mais nos plus proches cousins avec lesquels nous partageons 98,8% de notre génome sont les chimpanzés, qui ne sont ni plus ni moins évolués sur le plan biologique que nous. Ils le sont tout autant, c'est juste que leur chemin évolutif n'a pas été le même, ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui sur une autre branche de l'arbre du vivant, mais nous sommes bel et bien au même étage. Bon, eh bien c'est bon, on a répondu à la question. L'humain est-il un animal comme les autres? Oui, voilà, fin de la vidéo. Bah dis donc, ça valait le coup. De toute façon, t'as raison d'écourter, c'est des cons. Non mais c'est une boutade, évidemment qu'on va pas s'arrêter là, on va aller plus loin quand même. En fait, de cette problématique à laquelle nous tentons ici de répondre, découle une autre question autour de laquelle nous pouvons articuler notre réflexion et aller un peu plus loin, n'en déplaise à certaines. Qu'est-ce qui est le propre de l'espèce humaine? Être con? Prenons, si vous le voulez bien, quelques exemples qui semblent être a priori des choses dont seule notre espèce est capable. Et parce qu'il faut bien commencer quelque part, prenons par exemple l'agriculture. À ses débuts, l'humanité subsistait grâce à la pêche, la chasse et la cueillette. Mais arrivé à la période que l'on appelle le néolithique, les individus se mettent au fur et à mesure à adopter une vie sédentaire et avec cela domestiquent certains animaux et plantes pour vivre. Hein? Tu crois que vous avez l'exclusivité là-dessus? Oh mais... Attends, je te dirais qu'un seul mot. Fourmi champignoniste. Du coup, ça fait pas qu'un seul mot.
Oui, alors heureusement que je t'ai demandé de pas me couper, hein, mais si tu veux participer, il n'y a pas de souci, à condition que ce soit autrement qu'en insultant l'espèce humaine tout entière toutes les 10 secondes. Mais pour ça, faudrait peut-être te présenter. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Gaïa, déesse de la nature, bourrée. Eh, ça va. Ah bah quand même, bonjour l'exemple, t'es tout le temps bourré, ce qui explique pourquoi il y a tant de choses bizarres sur cette planète d'ailleurs. Et moi, je me fais repousser des nouveaux organes toutes les semaines si je veux. Donc, tout ce qui est cirrhose, cancer, addiction à l'alcool, je m'en tape. Je suis pas un humain mortel tout nul, moi. Je suis une putain de déesse, ok. Donc, tes leçons, tu te les gardes. Bon, tu disais les fourmis champignonistes? Ouais, faut pousser des champignons. Sans déconner, je l'aurais pas deviné, dis donc. En effet, les fourmis champignonistes, ou fourmis coupeuses de feuilles, principalement représentées dans deux genres, les Atta et les Acromyrmex, sont des fourmis qui élèvent un champignon et s'en nourrissent. On peut parler de relations symbiotiques d'ailleurs. Donc non, en effet, on n'est pas la seule espèce à faire pousser des choses pour s'en nourrir. Et il en va de même pour la domestication d'ailleurs. Parce que quand nous élevons du bétail, comme les vaches par exemple, eh bien les fourmis ne sont pas en reste non plus, car certaines espèces élèvent des colonies entières de pucerons. Dans une relation qualifiée de mutualiste, les pucerons se voient protégés des prédateurs et parasites par les fourmis, qui de leur côté collectent le miella, produit par les pucerons. Miella. C'est joliment dit. C'est vrai que le miella des pucerons, en fait, ce sont leurs déjections. Très chargées en sucre, certes, mais leurs déjections quand même. Après, ça n'a pas l'air de gêner les fourmis le moins du monde. Hein. Le caca. Bon, avançons un peu. Certes, nous ne sommes pas les seuls à pratiquer l'agriculture et la domestication pour vivre, mais nous, on le fait avec des outils. Les fourmis n'ont que leurs pattes et leurs mandibules pour faire tout ça, et même si leur travail est remarquable, elles n'ont pas d'outils. D'ailleurs, les autres animaux font-ils l'usage d'outils en général? Sommes-nous les seuls? Non, mais ça, c'est un fait assez connu en fait. D'autres animaux, tels que les grands singes, font l'usage d'outils, voire même ont la capacité d'en fabriquer. Ce qui est moins connu, c'est que ce n'est pas spécifique qu'à nos cousins éloignés. Il y a des espèces aquatiques et des oiseaux qui sont aussi capables de faire l'usage d'outils, comme les corbeaux, et plus particulièrement les corbeaux calédoniens, qui montrent des résultats impressionnants en ce qui concerne l'utilisation d'outils, voire leur fabrication. Grâce à des expériences en laboratoire, on leur connaît à présent des capacités impressionnantes d'inventivité et d'adaptation qu'on n'aurait jamais imaginé possible pour des oiseaux. Bon. Manifestement, les humains n'ont pas l'apanage ni de l'agriculture, ni de la domestication, ni de l'utilisation des outils, mais peut-être sont-ils les seuls à user de médecine, ou du moins de remèdes pour se soigner. Pas du tout. T'as un exemple? Oh, bah, il y en a plein, hein. Mais mon préféré, c'est quand même celui-là. Attends, je te le fais en mots-clés. Lémurien. 1000 pattes. Trou de balle. Ok... Ah oui, en effet, nous ne sommes pas les seuls à chercher à nous soigner ou prévenir d'éventuels désagréments. Sans parler de médecine, qui est une science avec toutes les méthodes qui va avec, certains animaux aussi ont leur technique pour se soigner. Il y a en effet l'exemple des lémuriens à front roux chez qui on a découvert assez récemment un comportement qui d'un premier abord peut sembler étrange. Plusieurs individus ont été observés en train de saisir un mille-pattes diplopode, le mordiller jusqu'à ce que l'insecte dégouline d'un liquide orangé, puis ont tartiné le résultat de leurs efforts sur leur derrière avant de finir par manger l'insecte. Ouais, c'est peu ragoûtant, mais un exemple plus classe de la part de Gaïa aurait été étonnant. De rien. Ce comportement semble contre-intuitif d'un premier abord, parce que déjà, aller chercher l'insecte au sol peut exposer les lémuriens aux attaques de prédateurs, mais surtout le mille-pattes diplopode qui est au centre de cette étrange habitude est toxique. L'hypothèse qu'ont alors avancé les chercheurs et chercheuses pour expliquer ce petit manège, c'est que le mélange de leur salive et de l'exudat de diplopodes, ainsi appliqué sur les zones périanales et les parties génitales, permettrait l'élimination des parasites souvent présents dans le système digestif des lémuriens. La substance que sécrète l'insecte quand il est attaqué est certes toxique, mais elle est surtout antimicrobienne. En tartinant ce liquide sur ces parties, les lémuriens tueraient les larves de parasites, ce qui éviterait la contamination par la suite de ses congénères, et en ingérant l'insecte, ils tueraient les parasites adultes présents dans leur corps. Donc ça, c'est un premier exemple d'animaux qui cherchent à se soigner, mais il y en a d'autres. Chez les chimpanzés, de nombreux comportements d'automédication ont été observés. Ils se servent des substances contenues dans certaines plantes pour se débarrasser des parasites, ou même usant de la texture de certaines feuilles pour les extraire mécaniquement de leur système digestif. Les cas ne manquent pas et ne concernent pas que les problèmes parasitaires. La pharmacopée dont usent les chimpanzés pour se soigner est riche. Elle est constituée de différentes plantes connues pour leurs propriétés pharmacologiques, et il est d'ailleurs intéressant de noter que la médecine traditionnelle africaine use elle aussi en partie des mêmes plantes dans leurs prescriptions. Avons-nous appris de nos cousins, ou en sommes-nous arrivés aux mêmes conclusions ? Donc, encore un point à écarter de notre liste des choses que l'humanité serait la seule à faire. Puisque du côté des capacités techniques, les contre-exemples ne manquent pas, allons voir du côté des capacités sociales.
Nous sommes des animaux sociaux. Nous vivons en groupe, De con? et sommes organisés en société. Si l'on prend la définition large de ce qu'est une société, c'est-à-dire un groupe organisé d'êtres vivants avec des relations durables qui relèvent de règles et de lois communes, alors non, on n'a pas du tout le monopole de cela. Les différentes espèces de singes ont leur propre mode de fonctionnement. Ils fonctionnent en groupe avec une certaine hiérarchie. Chez les gorilles, par exemple, qui forment des groupes familiaux de 5 à 20 individus, à la tête desquels on trouve généralement un mâle plus âgé au dos argenté. Chez les lions, les troupes peuvent aller de 3 à 30 individus, à leur tête un mâle ou un petit groupe de mâles, le reste de la troupe étant constitué des femelles qui ont tout un lien de filiation, alors que les mâles viennent, eux, de l'extérieur de la troupe, ce qui évite la consanguinité. Chez les hyènes, on trouve cette fois une société matriarcale avec une hiérarchie très marquée, les mâles se trouvant tout en bas de celle-ci. Et pour prendre un dernier exemple, les fourmis et les abeilles, qui sont des animaux eusociaux, ont une organisation en caste, reines, ouvrières, soldats et mâles en temps de reproduction. Pour vivre en harmonie avec nos semblables, En harmonie. pour essayer de vivre autant que faire se peut en harmonie avec nos semblables, nous avons un super pouvoir, l'empathie. Cette capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, à se mettre à la place d'autrui autant dans la joie que dans la tristesse, le plaisir ou la douleur, est un des piliers de notre développement en tant qu'animal social. Nous ne pouvons survivre que grâce à nos interactions avec les autres. Comprendre et ressentir l'état émotionnel de nos congénères nous permet d'y répondre de manière appropriée et nous confère, ainsi qu'aux autres mammifères, un certain avantage adaptatif. Cette capacité nous a permis de survivre en tant qu'individu et en tant que groupe. En effet, l'empathie favorise les comportements altruistes. Cela étant dit, comportements altruistes et empathie ne vont pas toujours de pair. La biologie de l'évolution a même montré que notre sociabilisation n'était pas due à l'empathie et que des comportements altruistes étaient apparus avant même l'acquisition de cette capacité. Chez nous, humains, l'empathie fonctionne très bien, sauf cas particuliers, et elle fonctionne même avec les individus qui ne sont pas de notre espèce, pour la plupart d'entre nous. C'est ce qui fait que l'on peut s'émouvoir devant des images insoutenables d'animaux en souffrance, ou devant des vidéos de chiens qui accueillent leur maître après de longues absences. Faites pas genre, hein, on a tous eu l'œil humide devant de telles effusions de joie. Par contre, des fois, cette empathie peut même trop bien marcher et nous faire de mauvaises interprétations, nous faisant prêter des dessins de conquête du monde à nos fauves de salon, alors qu'en fait, la seule chose que Gribouille souhaite conquérir, c'est sa gamelle de croquettes. Et ça, c'est l'anthropomorphisme. Étant formatés pour vivre entre humains, nous avons tendance à faire une lecture du monde comme si toutes les entités agissaient et ressentaient les choses comme des humains, alors que non. Enfin, pas toujours. Parce qu'être conscient du biais de l'anthropomorphisation et rejeter toute interprétation des comportements des autres animaux comme étant semblables à ceux des humains, c'est aussi une erreur. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Si c'était simple, ça se saurait, n'est-ce pas? Bah, vous voulez tout comprendre, vous avez du challenge. Ça vous fait les pieds. Challenge accepté. Mais dans tout ça, qu'en est-il des autres animaux? Sont-ils doués eux aussi d'empathie? Eh bien, les études ne manquent pas sur le sujet. Il y a des expériences avec des rats qui s'entraident, des poules qui stressent quand leur poussin stresse, des chimpanzés qui s'envoient des outils pour s'aider dans la résolution de problèmes, ce qui implique de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qui lui arrive. Mais je passe rapidement là-dessus pour poser une question tout aussi épineuse, parce que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, ressentir ses émotions. Cela implique qu'il y ait des émotions à la base. Alors, en dehors des humains, les animaux ont-ils des émotions? Au XVIIe siècle, René Descartes décrivait sa thèse de l'animal-machine selon laquelle les animaux n'étaient qu'un assemblage de pièces et de rouages dénués de conscience ou de pensée. Plus tard, Charles Darwin, dans un ouvrage sur le thème de l'expression des émotions chez les humains et les animaux, ouvrira la voie à une réflexion plus nuancée sur le sujet, même si elle a mis pas mal de temps à faire son chemin dans la communauté scientifique. Parce que justement, quand on parle d'émotions, de sentiments que pourraient éprouver les autres animaux, nous entrons sur un terrain glissant, celui de la mésinterprétation à cause de ce fameux biais d'anthropomorphisation dont je vous parlais plus tôt. Il est clair qu'il est beaucoup plus simple et semble nous mettre à l'abri d'erreurs de se dire que les autres animaux n'éprouvent rien et que tout leur comportement s'explique par la simple génétique et uniquement cela. Mais il s'avère que ça aussi, c'est une erreur en soi. On sait aujourd'hui, grâce entre autres aux imageries cérébrales, que des parties de notre cerveau s'activent à différents endroits selon l'émotion que l'on éprouve et que l'on trouve le même schéma d'activation chez d'autres mammifères, par exemple, chez qui on provoque une situation à même de faire naître l'émotion recherchée. Quand l'on sépare des jeunes cochons d'Inde de leur mère, les aires du cerveau qui, chez l'homme, s'activent lorsqu'il éprouve un sentiment de tristesse s'activent aussi chez les jeunes rongeurs. Ainsi, selon certains scientifiques, les aires du cerveau où naissent les émotions seraient présentes chez tous les mammifères en fait. Mais sans parler d'imagerie cérébrale, des fois, force est de constater que certains comportements d'autres animaux font pencher la balance vers l'idée que
Eh ben, ils ressentent des choses. La joie ou des humeurs joueuses, comme les orang-outans qui se laissent pendre aux branches et s'amusent à s'éclabousser avec leurs mains, ou les bisons d'Amérique du Nord qui glissent dans les plaines verglacées avec moult grognements de contentement, ou encore, parce que c'est pas spécifique aux mammifères, les corbeaux qui se mettent sur le dos et font de la luge sur des pentes enneigées. Ah, je les adore, ces corbacs. Ouais, moi aussi. Bon, là, ce sont des comportements de jeu et on ne peut pas être catégorique sur le fait qu'ils n'existent uniquement que pour le fun. Ils peuvent aussi avoir une fonction. Donc, disons que le sujet est encore fortement débattu. Mais des exemples d'autres émotions, il y en a plein. Peut-être même que certains et certaines d'entre vous vivent actuellement avec des êtres qui arrivent très bien à exprimer leurs émotions. La tristesse de vous voir quitter la maison, la joie de vous retrouver le soir, la peur de l'aspirateur. Les chiens sont des livres ouverts sur leurs émotions. Mais il y a même des animaux qui nous ont clairement dit ce qu'ils ressentaient, comme Coco, cette femelle gorille née en captivité qui maîtrisait, éduquée par l'éthologue Penny Patterson, plus de 1000 mots en langue des signes américaine, et qui par exemple a exprimé son chagrin à l'annonce de la mort de son chaton renversé par une voiture, en signant sans cesse « triste, triste, pleurer ». Franchement, là on peut pas faire plus clair. Certains animaux, en dehors de l'humain, ressentent aussi des émotions. Je dis bien certains, parce que par exemple, les insectes ont un cerveau trop peu développé pour cela. Mais pour beaucoup, il semblerait qu'ils soient bien plus complexes que de simples machines sans âme. D'ailleurs, l'histoire de Coco et son chaton soulève une question à laquelle, pour le coup, on a un début de réponse. Les animaux ont-ils conscience de la mort? Et nous allons même aller un peu plus loin. Sont-ils affligés par le deuil? Les éléphants, lorsqu'ils sont confrontés à la mort d'un petit à la naissance, se rassemblent autour du petit corps sans vie, le poussent doucement comme pour l'enjoindre à se lever, puis restent pendant des jours, les oreilles pendantes, à veiller le mort. Une autre anecdote prend place au large du golfe d'Arta, en Grèce, où une femelle grand dauphin a été observée dans ce qui pouvait faire penser à une grande détresse. En effet, elle nageait inlassablement à contre-courant, poussant de son rostre, le bout de son museau et de ses nageoires pectorales, le corps sans vie d'un petit qui devait sans doute être le sien. Le manège a duré très longtemps, au point que le corps flottant au soleil n'a pas tardé à se décomposer, mais cela n'a rien changé au comportement de la mère qui continuait son manège, se mettant elle-même en danger puisqu'elle s'agitait et ne s'alimentait plus normalement. Pour les biologistes qui ont pu observer cette scène déchirante, l'interprétation de ce comportement est simple. Cette femelle dauphin était en train de faire le deuil de son enfant. Sauf qu'on n'est pas à l'abri, encore une fois, de transposer des émotions humaines aux autres animaux et de faire une mauvaise interprétation de la situation. Peut-être que le mammifère marin était juste perturbé de ne plus voir son petit bouger. Pour que les scientifiques puissent étudier en évitant au maximum les erreurs d'interprétation, il leur fallait établir des conditions dans le cadre desquelles on pourrait alors parler de deuil. Ils ont alors défini que les animaux devaient avoir choisi d'être ensemble pour d'autres raisons que simplement la survie ou la reproduction, et que lorsqu'un décès survient, le ou les survivants doivent montrer un comportement routinier altéré. Ils passeront moins de temps à dormir, à se nourrir, à montrer des signes qu'ils sont perturbés, voire même des signes de dépression. Le bouleversement doit être profond et sans doute durer plus longtemps qu'un simple état de tristesse. Mais cette définition est imparfaite et d'autres études devront être faites pour explorer le sujet du deuil chez les animaux non humains. Car si ça se trouve, le processus du deuil se fait chez certaines espèces d'une autre manière que ce que l'on pense, montrant des signes que nous ne sommes pas en mesure d'interpréter. Donc bon, parler de deuil en tant que tel chez les autres animaux, c'est encore assez nébuleux et nous n'avons pas une réponse claire et nette sur cette question. Par contre, il est clair qu'ils semblent au moins savoir de quoi il en retourne quand la mort survient autour d'eux et qu'ils en sont plus ou moins affectés. Mais ont-ils conscience qu'à un moment, ça va aussi leur tomber dessus ? On ne sait pas. Est-ce que les comportements que l'on peut interpréter comme étant de la fiction après la mort d'un congénère en est vraiment ? Les rassemblements autour d'un corps sans vie, comme l'exemple des éléphants que je vous ai cité plus tôt, est-il vraiment la manifestation d'une sorte de deuil ? Est-ce qu'en faisant des interprétations comme ça, on ne tombe pas les deux pieds dans l'anthropomorphisme, malgré toutes les pincettes que l'on prend pour éviter cela ? Ça ne sera pas demain la veille qu'on aura une réponse à toutes ces questions. On ne saura jamais ce qu'il se passe vraiment dans la tête des autres animaux. Bon, où en est-on concernant la réponse à notre question initiale ? Ah, parce qu'il y avait une question à la base. Bah, oui, l'humain est-il un animal comme les autres ? Tu suis ou pas ? Non, je me suis endormie. Ça tape un peu, hein. Mais c'est long ton truc, hein. Qu'est-ce que tu te fais chier? C'est des cons de toute façon. Bon, à ce stade, donner une réponse claire à notre question épineuse, ça reste compliqué. On a déjà fait un bon tour d'horizon de quelques notions qui, d'un premier abord, semblaient être l'apanage de l'espèce humaine, alors qu'en fait, dans une moindre mesure, il y a beaucoup de cas où les autres animaux font preuve d'à peu près les mêmes aptitudes. Mais au fur et à mesure des différents points abordés, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la réponse quant à savoir si les autres animaux savaient faire de même était de plus en plus floue. Car nos connaissances restent tout de même limitées sur certains points.
Cela étant dit, bon, on aurait pas mal envie de répondre oui là. L'humain est un animal comme les autres. Mais il y a quand même des choses qui sont, me semble-t-il, des petites spécialités qui font que la balance pourrait basculer vers la négative. Je reviens à l'exemple de Coco le gorille qui savait s'exprimer grâce à l'apprentissage de la langue des signes américaine. Cette triste histoire de mort de chaton m'a offert une magnifique transition vers la question du deuil chez les animaux non humains, mais elle ouvre aussi le sujet du langage. Et oui, parce que Coco avait appris un mode de communication humain, mais si elle avait vécu dans son milieu naturel, elle aurait aussi pu communiquer avec ses semblables, avec les codes qui sont propres à son espèce. Car oui, les autres animaux communiquent aussi. Les oiseaux, les singes, les loups, les cétacés, les abeilles communiquent entre eux. Grossièrement, tous les animaux communiquent. On soupçonne même une certaine forme de communication chez certains végétaux, alors c'est dire. Mais qu'en est-il du langage ? Chez l'humain, la communication peut se faire de différentes manières, mais la première à laquelle on pense, c'est par l'expression orale, par l'utilisation d'un langage. Les études sur le sujet ont pu dégager certaines propriétés du langage humain qui semblent être universelles puisqu'on les retrouve dans toutes les cultures humaines connues. Le langage est un apprentissage social, les sons émis ont un sens, ils sont organisés avec des règles syntaxiques et permettent de converser avec autrui. La communauté scientifique s'est penchée sur les origines de ce mode de communication chez l'humain, et vu la complexité de notre langage, on peut partir du principe qu'il a certainement une origine évolutive. Le rêve serait de pouvoir remonter au temps des premiers hominidés pour observer leur comportement et comprendre l'émergence de notre propre mode de communication actuel, mais le voyage dans le temps, c'est pas très au point. La meilleure option est de se pencher sur le cas de nos cousins les singes, avec lesquels nous partageons, mine de rien, beaucoup de similarités. Il y a beaucoup de différences entre les espèces de singes, de par leurs différences morphologiques, mais aussi, et c'est ici ce qui nous intéresse particulièrement, dans leur organisation sociale, puisque le langage est un comportement social. Les conclusions des différentes recherches montrent que même si certains cris de ces animaux sont innés, d'autres sont acquis et se transmettent, par exemple de la mère à la fille chez le gibbon. On a aussi pu remarquer que les primates respectaient des sortes de règles conversationnelles, comme le fait de ne pas couper la parole de l'autre. Les cris des singes semblent bel et bien être le véhicule d'information, ce qu'ils émettent a un sens. Comme chez le singe vervet, chez qui on a distingué des cris d'alerte différents selon la nature du danger. Le cri ne sera pas le même s'il s'agit d'un léopard, d'un serpent ou d'un aigle, et la réaction des autres singes du groupe se voit modifiée en conséquence, ce qui prouve que le message est compris par les autres. En plus de cela, on a pu aussi découvrir que chez certains de ces singes, il y avait une sorte de syntaxe. Ils font différents cris qui, pris tout seuls, ont un sens pour leurs congénères. Associés avec d'autres cris, ils ont un autre sens. Si les cris ont un rythme plus ou moins rapide, le message sera encore différent. Bref, tout ça, ça ressemble pas mal à un langage comme le nôtre. Ils communiquent entre eux pour signaler un danger, pour informer de découvertes de nourriture, pour initier un rassemblement ou un départ, pour s'interpeller entre eux, pour trouver des partenaires, pour renforcer les liens sociaux. Bref, c'est déjà bien plus complexe que ce que je pensais personnellement. Mais il semblerait que le langage des singes que l'on a pu étudier ne soit pas aussi complexe que le nôtre et ne permette pas d'exprimer autant de choses que nous pouvons le faire. Jusqu'à preuve du contraire, les sujets de conversation des primates non humains se limitent à ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont. Et je dis bien jusqu'à preuve du contraire, hein. Si ça se trouve, les chimpanzés débattent de philosophie, mais ça n'a pas été prouvé, donc on ne sait pas. Mais la recherche continue, et peut-être que l'avenir nous réserve des surprises. Mais en attendant, on peut considérer que dans sa complexité, le langage humain semble être quelque chose qui nous différencierait des autres animaux. Mais ces différences doivent certainement avoir une origine évolutive. Et comme je le disais au début de cet épisode, même si nous ne sommes pas plus évolués que les chimpanzés, par exemple, il y a des différences claires qui permettent sûrement une réflexion plus poussée sur le monde. Il faut dire qu'avec notre gros cerveau, on a réussi à pas mal se faciliter la vie. Et en plus d'avoir les capacités cognitives, on a aussi le temps de réfléchir et de converser d'autres choses que de la découverte d'une source de nourriture. Ouais, vous chassez plus, vous élevez des pauvres poulets qui voient jamais le jour en quantité industrielle. Tout ça pourquoi? Pour vous poser devant TPMP ou les Marseillais en vous goinfrant de buckets KFC. Super, le temps gagné pour réfléchir sur le monde. C'est beau. Bande de cons. Et zut, on l'a réveillé. En plus, ça se croit trop fort, tellement que ça se vante depuis le sujet à l'évolution. Mon cul sur la commode, là, n'importe quoi. Ok, merci pour ton intervention, mais malgré ce langage châtié qui ne manque pas de saveur, hein, tu soulèves un point intéressant. L'humanité s'est-elle vraiment affranchie des mécanismes de l'évolution? Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, non. Certes, aujourd'hui, nous n'avons pas tellement à craindre des attaques de grands prédateurs, mais nous sommes toujours soumis aux maladies qui peuvent faire des ravages. L'actualité en est la triste illustration avec le Covid-19. Nous avons beau faire reculer les maladies à coups de vaccins et d'antibiotiques, les maladies sont toujours là. Certaines ont disparu, d'autres on croyait qu'on n'entendrait plus parler, et puis boum, la couverture vaccinale devient insuffisante et les anciennes maladies flambent. Mais vaccinez-vous, merde quoi. Là, je peux rien dire, je suis assez d'accord. En plus de ça, les virus mutent, les bactéries développent de l'antibiorésistance. C'est une lutte sans fin. Un des autres mécanismes de l'évolution, c'est la sélection sexuelle. Tous et toutes ne vont pas transmettre leur patrimoine génétique.
Le choix de nos partenaires se fonde sur des critères dont nous ne sommes peut-être pas conscients. Il y a la dérive génétique aussi, qui est la distribution aléatoire de ce patrimoine génétique aux générations suivantes. Et il y a bien d'autres mécanismes qui interviennent dans le processus de l'évolution. Et nous sommes loin d'y échapper. Pour certains, nous y sommes peut-être moins soumis, grâce à la médecine par exemple, mais ils sont tout de même encore là. Cela étant dit, avec les progrès techniques, on pourrait encore peut-être amoindrir les effets de ces mécanismes. On pourrait tout à fait un jour créer des humains sur mesure, in vitro, et on n'en est pas si loin. Les outils que l'on a déjà aujourd'hui, tels que CRISPR-Cas9, des sortes de ciseaux à ADN, permettraient déjà de manipuler le génome un peu comme on veut. Pour peu qu'un jour on comprenne les moindres secrets de notre ADN, la fonction du moindre petit gène, et on peut facilement imaginer qu'on pourrait faire littéralement des humains à la carte. Bon, pour revenir à des choses un peu plus concrètes, et pour trouver ne serait-ce qu'une différence claire entre les autres animaux et les humains, il suffit de voir l'impact sur l'environnement de ce dernier. Ils défoncent tout, ils sont partout en plus, rien n'est épargné. C'est vrai que ça aussi c'est une particularité. Les humains vivent partout sur la planète, sous tous les climats. Et quand on sait que l'on parle bien d'une seule espèce, ça, de ce qu'on sait, c'est une première. Mais surtout, les humains transforment l'environnement. Nous faisons des constructions gigantesques qui prennent une place immense dans le paysage. Mais pour faire tout ça, il faut la trouver, la place. Justement. Ou plutôt la créer, en détruisant les forêts, par exemple. En détruisant, en fait, l'habitat de beaucoup d'autres espèces. Alors, certes, nous ne sommes pas les seuls animaux à transformer les paysages. Les castors, par exemple, avec leurs barrages, transforment les cours d'eau. Mais ça a bien moins de conséquences que les activités humaines. Comme le disait Paracelse au XVIe siècle, c'est la dose qui fait le poison. Et la dose des transformations causées par l'humanité est énorme. Mais là, je n'ai cité que la transformation du paysage pour notre habitat. Je n'ai pas abordé le sujet de l'exploitation des ressources de la planète. La culture des avocats, pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres, est une catastrophe écologique et un gros vecteur de désertification des terres dû à la surexploitation de l'eau. Des rivières, des fleuves, des lacs s'assèchent. Les nappes phréatiques disparaissent. Sans parler de l'utilisation des énergies fossiles, qui, en plus de détruire des hectares pour leur extraction, ont aussi de grosses conséquences sur le climat à cause de leur utilisation. Il y a un rapport de cause à effet évident entre les activités humaines et les changements climatiques. Et même si jusqu'ici la hausse globale des températures sur la planète semble minime, quelques degrés à peine, les conséquences sont déjà visibles. Hausse du niveau des océans due à la fonte des glaces, désertification, incendies incontrôlables, disparition des barrières de corail et la disparition de beaucoup d'espèces, à tel point qu'on parle déjà de la 6e extinction de masse. Jamais aucune espèce n'a causé à elle seule autant de troubles à l'échelle planétaire. Et le pire dans cette histoire de merde, c'est que ces connards n'ont pas compris que eux aussi, ils ont besoin de la planète et des animaux pour vivre. Gros cons. Ils vont tout droit à la mort. Non mais fallait le dire en fait, si vous vouliez pas vivre. On se serait arrangé, puis ça aurait évité d'emporter les autres dans votre chute aussi. Imbécile inconséquent. C'est vrai que si on change pas très vite notre manière de fonctionner, on court à la catastrophe, qui serait de rendre tout simplement cette planète inhabitable pour nous. Si vous vous faites pas défoncer par autre chose avant, parce que les petites surprises dans le permafrost là, ça va être sympa. En effet, oui. Oui, la fonte des glaces en Arctique, en plus d'être une catastrophe pour les animaux qui y vivent et de faire monter le niveau des océans, renferme des maladies qu'on n'a pas vues depuis des siècles, voire qui sont totalement inconnues parce qu'elles sont enfermées depuis des millions d'années. Avec tout ça, les experts les plus pessimistes annoncent la fin de l'humanité avant même la fin de ce siècle, si on continue comme ça. Ça sera pas une grosse perte. Pour la planète, non, en effet. L'humanité, c'est une seule espèce, je le répète, et on est là que depuis 300 000 ans. C'est rien à l'échelle de la planète. La vie ne nous a pas attendus pour se développer, et elle ne s'arrêtera pas une fois que nous aurons disparu. Parce que, oui, Homo sapiens disparaîtra, tôt ou tard. Soit pour devenir autre chose, soit sans laisser de descendance, mais il disparaîtra inéluctablement, comme ça l'a toujours été pour toutes les espèces depuis l'apparition de la vie. Et même si on disparaît avec panache dans une énorme catastrophe nucléaire, par exemple, la vie fleurira de nouveau. Même si une telle catastrophe semblerait éradiquer toute vie sur la planète, ça ne serait de toute façon pas le cas, et les choses reprendraient leur cours. Des extinctions de masse, notre bonne vieille Terre en a déjà vu plusieurs. Et dans certains cas, c'est près de 90% des espèces qui ont fait place nette. Et pourtant, même avec une hécatombe aussi énorme, bien, même si ça prend des milliers d'années, la vie continue. Avec d'autres espèces, mais elle continuera à s'épanouir et se diversifier. Voilà, conclusion, c'est des gros cons qui se servent de leur gros cerveau pour tout défoncer, qui ont une machine à empathie qui fonctionne à peu près bien entre eux et avec d'autres animaux, mais que quand ça les arrange, parce que quand c'est mignon, ça va, mais quand ça a bon goût avec de la sauce barbecue, il n'y a pas de problème pour les élever en masse dans des conditions absolument affreuses. Tout ça pourquoi ? Pour crever la bouche ouverte comme des connards en emportant tout le reste avec eux. GG, belle perf.
Bon, Gaïa, qu'est-ce qui se passe là? Depuis le début, t'insultes l'humanité tout entière. Alors déjà, ça fait pas avancer le débat. Ensuite, même si j'en suis pas toujours fière, j'en fais partie de l'humanité, donc je vais finir par le prendre pour moi. Et puis, au risque de te fâcher encore plus, t'es pas censé nous avoir créés comme tous les animaux? Je veux dire, je dis pas que tout ça c'est de ta faute, hein. Juste, tu devrais pas être étonné en fait. Va chier. Mais t'as même pris une apparence humaine. Si tu nous détestais tant, t'aurais pas pris cette forme-là. C'est ma punition. Pour me rappeler mon erreur. Gaïa, excuse-moi de te poser cette question, mais est-ce que c'est pour ça que tu bois? Bon, ça suffit. Bon. Passons à la conclusion de tout ça. Alors, l'humain est-il un animal comme les autres? Oui et non. Ce qui nous distingue peut-être, c'est notre capacité de nuisance. On a des outils et des capacités pour, et comme l'a dit un grand philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Notre évolution technologique est-elle survenue trop vite? Ce n'est que depuis très peu de temps, à l'échelle de l'évolution humaine, que nous vivons dans une société qui regroupe un très grand nombre d'individus. Il n'y a pas si longtemps que cela, nos ancêtres vivaient en petits groupes, avec un faible impact sur leur environnement, parce qu'ils n'en avaient pas forcément les outils, et surtout, ils étaient peu sur cette planète, où aujourd'hui nous sommes 7 milliards. Ils vivaient sans doute au jour le jour, ou au mieux, ils n'avaient qu'à penser à leur vie et à ceux de leurs proches. Aujourd'hui, il semble que nous fassions la même chose. On consomme, on jette, on a notre confort, on ne voit souvent pas bien plus loin que le bout de notre nez. Alors qu'aujourd'hui, on parle de l'avenir de la planète. C'est peut-être un peu dur à se représenter. L'échelle est peut-être trop grande pour nos cerveaux qui ne sont pas faits pour ça. Et pourtant, il faut voir plus loin que notre maison, plus loin que notre ville, plus loin que notre pays. Il faut voir sur des échelles plus grandes auxquelles on n'a jamais eu à penser. Heureusement, on peut agir de manière pragmatique, sans référer à la science et à sa méthode qui évite les biais auxquels nous sommes tous sujets, pour voir plus loin et éviter de brûler la maison dans laquelle on vit. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas de sauver les animaux et les plantes et que si on le fait pas, ce sera dommage, il y aura plus de jolis reportages à la télé. Non, c'est un équilibre fragile. Et tôt ou tard, si on fait rien, on fera partie aussi de l'hécatombe. C'est un suicide fortuit, inconscient. L'humanité est un enfant capricieux qui doit grandir au risque de ne tout simplement pas en avoir l'opportunité. Mais il est encore temps de faire bouger les choses. Il est temps de changer. Cet épisode est pas très joyeux, je vous l'accorde. Le bilan est désastreux et même si d'ordinaire j'essaye d'être la plus neutre possible, il est évident que dans son axe, dans sa construction et dans les points abordés, il est bien plus subjectif que je veux bien me l'avouer. J'ai d'ailleurs bien conscience que je n'ai pas pu tout aborder ici et c'est un peu frustrant. Mais je vous invite à continuer à en discuter dans les commentaires. Là où je veux en venir, et vous l'avez sans doute compris, c'est que dans l'ensemble, j'avoue que je suis un peu pessimiste. Mais j'aimerais beaucoup y croire, que ça changera. Et à mon échelle, je suis prête à changer aussi. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que cet épisode a été fait en collaboration avec Arte, et il fait partie d'un ensemble de vidéos réalisées par d'autres vidéastes qui abordent d'autres axes autour des questions de l'humanité et de notre monde actuel. Mais dans cette réflexion, nous ne cherchons pas à ce que vous soyez de simples spectateurs passifs. On veut savoir ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du monde dans lequel on vit actuellement? Comment voyez-vous l'avenir? De quoi rêvez-vous pour la suite? Autant de questions auxquelles vous pouvez répondre et partager votre vision des choses dans un questionnaire élaboré pour l'occasion. Les réponses sont bien sûr anonymes, mais permettront de faire l'objet d'une étude sociologique d'envergure. Plus vous serez nombreux et nombreuses à y répondre, plus on aura une vision précise de ce qui nous préoccupe vraiment en tant que groupe, et ainsi pouvoir entrevoir les changements qui seront possibles de faire en prenant en compte vos préoccupations profondes. La réflexion est un premier pas vers le changement, il est temps de se poser et réfléchir pour mieux agir. Allez, jetons un œil à ce questionnaire. Et c'est parti! Le questionnaire se présente comme ceci, il aborde des sujets divers et variés, et je vous propose de répondre ensemble à 2 ou 3 questions choisies. Déjà au moment où je tourne cette vidéo, il y a un certain nombre de répondants, et c'est franchement pas mal. Mais j'espère qu'on va faire monter encore ce chiffre, l'histoire d'avoir vraiment une vision globale. Alors c'est parti, répondre. Si toutes les espèces disparaissent, on pourra toujours en fabriquer d'autres. Je suis pas d'accord du tout. Non, pas d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous répondez à une question, vous avez un peu les réponses des autres en pourcentage. Parfois, ça peut réserver des surprises. Autre question, l'élevage industriel, c'est une dérive problématique ou la solution pour nourrir tout le monde? Alors déjà, la question c'est, est-ce que l'élevage industriel nourrit tout le monde? Non. Absolument pas, et de toute façon, pour moi, c'est une dérive problématique, clairement.
Il y a clairement d'autres façons de faire de l'élevage, plus respectueuses de l'animal, et puis sans entrer dans la grosse question de savoir si on a besoin ou non de manger de la viande pour vivre. Déjà la première question c'est, est-ce qu'on a besoin d'autant de viande pour vivre? Ça je pense que non, clairement. Allez, une petite dernière pour la route. Ah, pour moi, l'espèce humaine est au-dessus des autres espèces. Alors si vous ne savez pas ce que je vais répondre, il faut revoir l'épisode. Vraiment. Donc évidemment, je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'espèce humaine n'est pas du tout au-dessus des autres espèces. Par contre, elle doit prendre ses responsabilités. Vraiment. Voilà, je trouve l'expérience personnellement intéressante parce que mine de rien, ce sont des questions qu'on se pose pas tous les jours. Alors bon, là c'était vraiment des questions choisies, hein. Il y a plein de thèmes qui sont abordés et justement, je vous propose d'explorer ensemble le questionnaire en live sur Twitch. La date et l'heure s'affichent ici, on va pouvoir discuter de tout ça, répondre ensemble au questionnaire. Moi, je sens que ça va soulever des débats intéressants. Non, ça va être cool. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les infos et surtout le questionnaire dans la description ainsi que ma chaîne Twitch. Je vous invite à partager au maximum cette vidéo ou juste le questionnaire, mais la vidéo c'est mieux. Abonnez-vous, le pouce bleu, tout ça. On se dit à très vite pour le live Twitch. Et bah moi je vais aller voir Gaïa parce que d'ici 20 minutes je n'ai plus de rhum du tout, si c'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires.